Donc, je vais commencer par partir de l'affiche de ce débat. Ça doit vous rappeler à tous quelque chose, j'imagine, un film. La planète des singes, voilà. Alors, est-ce que c'est un des pires qui nous attend? Disparition de la civilisation humaine, perte de toute infrastructure. Pas forcément, parce qu'en fait, à côté de ça, il faudrait tenir compte de la chute de la biodiversité. Et donc, si on se projette un petit peu, peut-être qu'on n'aura même pas de singes pour nous réduire en esclavage. Donc voilà, en imaginant le pire, on peut aller très très loin. Donc, je viens de parler de la perte de la biodiversité. On peut rajouter à d'autres désastres en cours l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, la pollution, les crises migratoires. Donc, en amont, on peut se poser la question, est-ce qu'on est à un point de bascule? Est-ce qu'on est perdu? On va essayer de voir ça ensemble. Donc, avec deux invités. Donc, Fabrice Flippo, qui est professeur de philosophie politique et sociale à l'Institut Mines Télécom, et chercheur au laboratoire du changement social et politique à l'Université de Paris. Et enfin, Arthur Keller, donc, qui est un expert des systèmes complexes, de leur résilience, et également un expert de la transition écologique. On va essayer de faire ça en 3 phases, plus une 4e qui vous concernera plus directement. On va essayer d'esquisser un petit peu la situation actuelle, voir si on est vraiment à un point de bascule. Ensuite, essayer de voir à partir de là quels futurs peuvent se dessiner. Là, il y en a plusieurs. Et enfin, on essaiera de voir si on peut faire en sorte d'en choisir un parmi ces multiples futurs, un qui ne soit pas trop inconfortable. Donc voilà, on va commencer par donc, dresser un petit bilan de la situation actuelle. Donc, je vais vous poser directement la question. Est-ce qu'on est à un point de bascule vraiment ? Oui, voilà. On est dans le ton. Bon, alors, merci Loïc. Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Est-ce qu'on est à un point de bascule ? On est à un point de bascule depuis une 50aine d'années. Voilà. Donc, un point de bascule, c'est pas mardi prochain à 15h. Hein. Un point de bascule, c'est quand même quelque chose d'un peu plus complexe que ça. Et effectivement, tout dépend à quelle échelle on raisonne. Parce qu'en réalité, il y a si on fait des moyennes mondiales sur la base de certains indicateurs, il y a certaines courbes qui s'inversent. Donc effectivement, on peut regarder qu'aujourd'hui, au niveau mondial, les grands problèmes mondiaux de notre temps, à savoir le dérèglement climatique, c'est celui dont on parle le plus. Mais en réalité, c'est pas le plus grave. Il est très, très, très grave, à lui tout seul. Mais c'est même pas le plus grave. Il y a encore plus grave. L'érosion de la biodiversité est encore plus grave. Et le dérèglement des cycles biogéochimiques, notamment le cycle du phosphore et le cycle de l'azote, mais également les cycles de l'eau et du carbone, ce sont des cycles qui sont totalement déréglés aujourd'hui. Bon, voilà. Si on regarde à l'échelle mondiale, en grande moyenne globale, on a des inflexions, ou en tout cas des courbes qui ont atteint un pic et qui commencent à redescendre. C'est le cas également pour la disponibilité d'un certain nombre de ressources, dont des ressources absolument majeures. Et aujourd'hui, on verra bien. Mais un certain nombre d'experts nous préviennent qu'il y aura un pic de pétrole. Je parle de pétrole global, le pétrole conventionnel et le non conventionnel mis ensemble. Un pic dans les années qui viennent. Voilà, sachant que le pic de pétrole conventionnel, lui, il a déjà été atteint. C'est officiel, à peu près en 2008. Voilà. Donc si on regarde tout ça en moyenne mondiale, oui. Mais après, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des moyennes, c'est plus des choses un peu abstraites, des abstractions presque mathématiques. Dans la vie quotidienne des gens, il y a, à chaque endroit, la situation est et sera différente, et les dynamiques qui vont se produire seront très différentes. Et donc chacun va être confronté à des moments clés, et peut-être à des points de bascule, effectivement, locaux. Ça n'a rien à voir, ce sont d'autres questions. C'est pas une question écologique, par exemple, c'est pas une question climatique, c'est la question de l'interaction ou de l'interface entre les problèmes climatiques dont je vous parle, certains qui sont globaux, d'autres qui sont plus territoriaux ou localisés, et les sociétés humaines dans la façon dont elles fonctionnent et dans leur vulnérabilité, et notamment le fait qu'elles sont, telles qu'on les a construites aujourd'hui, en tout cas dans nos pays à nous, qu'elles sont entièrement tributaires de chaînes d'approvisionnement. Voilà. Et quand ces chaînes d'approvisionnement viennent à être remises en question pour tel ou tel problème d'infrastructure ou de pétrole ou économique ou de ceci ou de cela, une instabilité, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des points de bascule. Donc,
la question, j'espère y avoir répondu, même si c'est pas très clair, en mettant un peu de nuance, parce que tout dépend à quelle échelle on raisonne. D'accord. Parce que tout est imbriqué, ressemble un peu à un mécanisme d'horlogerie. Si on commence à voir un petit mécanisme, un petit engrenage se gripper, c'est toute la montre, entre guillemets, qui peut... Alors, avant que tu parles, je continue là-dessus. C'est très subtil et c'est très problématique. Parce qu'en dynamique des systèmes complexes, la complexité, alors c'est quoi, vu en une phrase, c'est quoi la complexité? C'est un grand nombre d'éléments différents qui constituent ce système, avec des propriétés différentes, et un grand nombre et une grande variété aussi de règles d'interaction entre ces éléments. C'est ça qui fait la complexité d'un système. Et plus un système est complexe, plus par certains côtés il est vulnérable, et plus par certains autres il est résilient. Et en fait, c'est problématique. Et si je veux être très schématique, parce qu'il faudra en parler, là c'est une conférence entière là, pour expliciter ces choses-là, mais grosso modo, le fait qu'on ait plein d'éléments plutôt que quelques-uns fait qu'on pourrait dire ah ben c'est plus résilient, puisqu'il y a beaucoup moins de chances qu'une discontinuité se produise à quelque chose de critique. Il y a des redondances dans le système, et donc finalement le système sera plus résilient. Il y a beaucoup plus de chances que s'il y a des disruptions, ça touche des éléments qui ne sont pas critiques sur le système, et donc voilà, il y aura des changements, mais ça ne va pas faire s'effondrer le système. C'est une façon de voir les choses. Et malheureusement, aussi, nous sommes dans un système qui est à flux tendu, hyper relié, et avec des attracteurs, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas avec des nœuds dans le système, des endroits critiques justement, des points névralgiques. Et si une discontinuité touche un de ces points névralgiques, ça peut je trouve plus le mot, par contagion, c'est pas le mot que je cherchais, mais ça ira. Par contagion en tout cas, par propagation, ça peut être un choc systémique qui arrête tout le système assez rapidement. Donc les deux coexistent. Ce sera à nous de faire pencher la balance du bon côté. Mais on y reviendra dans ça sera à nous, je sais pas, parce que tout ne dépend pas de l'homme. À un moment, il faut aussi que l'homme comprenne que c'est pas lui de tout maîtriser. Il a dû lâcher prise à mettre un peu là-dedans. On y reviendra dans la seconde partie. Fabrice Lippot, vous, par exemple, vous avez écrit il y a quelques années un article sur l'histoire du développement durable, sur l'antagonisme entre finalement l'environnement et le développement qui a fait naître ce concept de développement durable. Et donc ça a participé, le développement de cette notion, à ce que je disais tout à l'heure, la prise de conscience de la situation dans laquelle on est. Oui, effectivement. Disons que dans les années 70, au niveau du consensus international, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas les questions climatiques étaient connues, par exemple, mais elles n'étaient pas à l'agenda des négociations internationales. Le sommet de Stockholm, c'est plutôt sur des questions de pollution locale. Quand on dit locale, c'est quelques centaines de kilomètres, au maximum quelques milliers, 1 ou 2000, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans une idée de crise globale. Par contre, ce qu'il y avait, et c'est là-dessus, enfin, je pense que c'est ça le plus important, ce qu'il y avait, c'était l'idée que les pays du Nord se disaient que si leur développement se généralisait à toute la population du monde, eh bien, il y aurait un problème. Et ça, par contre, ça n'a pas vieilli. Ça a même empiré. Ça a même largement empiré, sachant que, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que, effectivement, si on imagine que tout le monde vit comme les Américains ou comme les Français, ben on voit très très vite qu'il y aura plus de poissons, il y a plus de nourriture, il y a plus de pratiquement plus de métaux, assez vite il y aura plus de fossiles. Enfin, c'est ça un peu la conséquence concrète, quoi. Hein. Si tout le monde veut manger des hamburgers, il y a juste pas assez de terre sur la planète de disponible pour ça. Alors ça veut dire aussi que, alors à ce sommet de Stockholm, les pays du Sud et notamment l'Inde est resté célèbre. Hein, Indira Gandhi est resté célèbre pour dire la première pollution, c'est la pauvreté. Et donc depuis on est là-dedans, c'est-à-dire avec des populations qui subissent de plus en plus les effets du développement occidental, donc des populations les plus riches. Donc leur système à eux, ils ont déjà explosé, ils ont l'habitude de vivre dans des systèmes explosés, on pourrait dire d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire c'est des variations du prix de la nourriture 300-400% ou des choses comme ça, quoi. Hein. Les variations du prix du pétrole, parce que nous on a beaucoup de taxes en France par exemple, on a 80% de taxes, ce qui fait que quand le baril monte et descend,
on le sent pas trop. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup de taxes, je pense en 2008 quand il y a eu le pic, c'est pas en France qu'il y a eu les émeutes, c'est au Yémen, c'est en Éthiopie, c'est dans des endroits où il n'y a pas de taxes sur l'essence et le prix est répercuté directement. Donc il y a des très grosses variations. Donc sur la nourriture, sur les difficultés aussi à aller chercher la nourriture, c'est-à-dire que les gros chalutiers occidentaux qui alimentent nos supermarchés, qui fait qu'on a du poisson pas cher, ils prennent en haute mer au large des côtes par exemple d'Afrique et ça impacte la récolte entre guillemets de poissons pour les populations africaines. Voilà. Donc nous, je dirais que les moyennes globales, elles cachent de profondes inégalités. Et ceux qui créent la situation ne voient pas aujourd'hui vraiment les conséquences de leurs actes. C'est d'autres qui subissent les conséquences de leurs actes. D'accord, donc il y a un énorme antagonisme entre l'environnement et le développement, quoi. Oui, et puis on peut multiplier l'état actuel. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait faire autrement. On peut faire autrement, mais on pourrait multiplier les exemples. Mais voilà, biodiversité. La France aime bien se montrer plutôt forte sur le plan de la biodiversité. C'est des moyennes, ok. Dans les moyennes, il y a quoi? Il y a la Guyane, il y a toutes les petites îles de l'Empire français. C'est là où est la biodiversité. En France, vous regardez, je montre à mes étudiants, tout le territoire est cultivé. Vous me dites où peut encore se nicher les populations sauvages. Bon, vous voyez tout de suite que c'est vite compliqué. Ensuite, on regarde dans ce qui est cultivé. Il y a 2-3 espèces de blé, 2-3 espèces de pommes. Donc les biodiversités domestiques, cette fois-ci, il n'y en a plus. Voilà, il n'y a plus que les petits paysans qui résistent héroïquement à l'envahisseur, donc en Bretagne notamment. mais voilà, c'est très concrètement, ça se voit géographiquement sur les cartes. Alors après, je pense que les fossiles, c'est un bon exemple. Quand il est plus facile d'aller chercher le pétrole dans les déserts de l'Arabie Saoudite avec un bon vieux régime autoritaire et quelques bédouins qu'on peut chasser à coups de Kalachnikov, que d'aller en chercher en Seine-et-Marne ou en Ardèche. Alors qu'il y en a. Et voilà, donc c'est ça concrètement. Concrètement, c'est s'il n'y a plus de pétrole en Arabie Saoudite, il faudra en prendre en Ardèche. On a externalisé. Bon, est-ce que voilà, on est très fort pour externaliser les mots MAUX et conserver les biens. Donc voilà, ça c'est un élément fondamental de l'équation pour comprendre comment ça évolue. D'accord. Parce que typiquement, pour rester un petit peu sur le constat de la situation actuelle, le point, on va dire, zéro en quelque sorte, l'ONU avait défini 9 limites planétaires à ne pas dépasser. En fait, juste la France, qui est pourtant pas un des pires pays à ce niveau-là, on a déjà dépassé 6. Je crois que c'est au niveau du rejet du phosphore, c'est en termes d'érosion de la biodiversité, vous venez d'en parler, en termes de déboisement. Donc, on est vraiment dans une situation qui n'est pas très glorieuse finalement. Non, effectivement, la France n'est pas du tout un modèle écologique. Ça, c'est bien évident. On pourrait multiplier les indicateurs. J'ai déjà pris la biodiversité. Nous consommons massivement du fossile, malgré la propagande pro-nucléaire qui nous explique qu'on consomme du nucléaire. Le nucléaire, c'est 17% de l'énergie consommée. Voilà, nous sommes au fossile comme tout le monde. Un peu moins que tout le monde, mais enfin... voilà, c'est principalement du fossile. Dans les bagnoles, c'est du fossile. L'industrie, c'est du fossile. Le chauffage des maisons en grande partie, il suffit de regarder la ronde des camions-citernes là en ce moment, il y a quelques temps, parce qu'il est annoncé une petite hausse, donc tout le monde voulait remplir sa cuve. Voilà, c'est encore du fossile et tout ça. Il y a un petit film, d'ailleurs, ça aurait été bien, j'ai pas pensé vous le proposer, mais il y a un petit film de Greenpeace sur les cuillères en plastique, qui est vraiment très bien fait, 3-4 minutes. Sur les clients ? Les cuillères en plastique. Les cuillères en plastique. C'est-à-dire qu'ils partent de l'origine de l'univers, carrément, en montrant tout, très accéléré, la formation du pétrole, l'extraction du pétrole, toutes les étapes de toute la fabrication de la cuillère en plastique, c'est le pétrole qui va les usines en plastique, les cuillères en plastique qui font 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans le supermarché. Puis ça se finit en disant, ils montent la cuillère en disant, et avec tout ce que ça coûte, vous n'êtes pas capable de laver une cuillère en fer. Je trouve que c'est vraiment très bien fait, quoi. Et c'est très illustratif de plein de choses de ce qu'on consomme de tous les jours. C'est un peu la même logique pour tout, en fait, c'est ce petit film-là. D'accord. Donc Greenpeace, cuillère en plastique, ça doit se trouver facilement sur Internet, quoi. Oui. Je vois que plein de gens prennent des notes, donc voilà. Voilà les mots-clés. Cuillère en plastique, Greenpeace.
Donc, face à cette situation un peu problématique, du coup, on a vu émerger un mouvement dit catastrophiste avec une nouvelle science, enfin affichée comme telle en tout cas, la collapsologie, pour réagir. Alors je ne sais pas si c'est vraiment réagir en fait, puisque il y a différents débats là-dessus. Réagir face à... Non, je vais commencer par finir la phrase. Pour réagir face à un effondrement, même si tous les collapsologues ne réagissent pas de la même façon face à cette notion d'effondrement. Donc déjà, comment vous voyez de quel œil voyez-vous cette émergence de ce mouvement la collapsologie, pour vous, ça veut dire quoi? C'est d'abord la science des systèmes, la collapsologie. Donc je laisse la parole à la science des systèmes. Oh, oui, enfin, c'est lié, mais alors moi, je suis critique de la collapsologie. C'est-à-dire que je m'intéresse notamment au risque d'effondrement, mais je ne me reconnais pas dans la collapsologie. Déjà parce que, à mon sens, il n'y a pas de définition de ce que c'est que la collapsologie. Il y a une définition qui a été proposée à l'origine. Yves Cochet en a donné une, non? Oui, enfin non. Je confonds effondrement et collapsologie. Il donne une définition de l'effondrement. Non, c'est Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre Comment tout peut s'effondrer en 2015 qui ont proposé ce mot, c'est un néologisme, et une définition. Et donc si ça avait été ça, dans les faits, bon, on aurait pu discuter de ce que c'est que la collapsologie et critiquer à partir de ça. La réalité, c'est que ce que c'est devenu ne correspond pas à la définition qu'il y a dans ce bouquin. Ce que c'est devenu, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui s'intéresse de près ou de loin à la question de l'effondrement et qui se permet d'écrire quelque chose sur son blog ou de faire une vidéo sur sa chaîne YouTube ou je ne sais quoi, dit « moi je suis collapsologue ». Et du coup, comme il y a... Ça n'existe pas, la collapsologie. C'est juste un mot, il est d'ailleurs sympathique, je l'aime bien, mais à la base, sauf qu'au final, c'est quoi la collapsologie? Moi-même, je ne saurais pas répondre, parce qu'il n'y a pas. C'est juste des gens qui s'intéressent à l'effondrement. Voilà. Et ça part dans tous les sens, il n'y a pas de cadre méthodologique, il n'y a pas des pairs qui peuvent juger des choses qui seraient publiées et étudiées à travers un prisme plus ou moins rigoureux, on dirait. Même la science du collapse n'existe pas. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ce sont donc... Effectivement, c'est éminemment multidisciplinaire, c'est éminemment complexe sur de la dynamique des systèmes notamment, effectivement. Mais alors bon, au total, au final, donc moi j'étudie ça, mais je me dis pas collapsologue. Et il y a un problème avec ce flou, ce vide, on pourrait dire, méthodologique. Beaucoup de gens également croient peut-être de bonne foi, je ne sais pas, ou font croire qu'ils croient, qu'ils ont une démarche scientifique à partir du moment où ils vont aller étayer un point de vue par des informations qui sont dans la littérature scientifique. Ce n'est pas ça, une démarche scientifique. On trouve des études qui disent tout et n'importe quoi, et on peut étayer n'importe quel point de vue en allant chercher des choses dans la science. Donc, non, la démarche scientifique, c'est pas ça. Et c'est une démarche qui n'est pas intuitive, qui demande de la rigueur, de la discipline, qui consiste à... On peut partir d'une intuition, mais on ne va pas ensuite chercher dans les sciences ce qui valide l'intuition. Ah, oui. C'est l'exact contraire. C'est l'exact contraire. On va chercher ce qui invalide. Et on cherche, vraiment. Et puis, si on n'arrive pas à invalider, alors c'est que ça tient la route. Et après, on peut commencer à publier des choses là-dessus. Et puis, il y a une discussion avec des pairs qui se met en place. Et puis, au bout de quelques temps, si ça n'a pas été réfuté de manière solide, à ce moment-là, on peut considérer que c'est solide. Voilà. Donc, c'est pas ça, la collapsologie. Donc, c'est pas une science, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai un problème avec ça. Pour autant, on enlève toutes les dérives, on enlève tout l'hurluberlisme, on enlève toutes les mystiques qui viennent se mettre là-dessus, parce qu'il y en a. On enlève les dérives également fascisantes, les récupérations politiques et idéologiques. Il y en a partout qui viennent polluer. Il reste plus grand-chose si on enlève tout ça. Oui. Et le travail de beaucoup de journalistes qui est de mauvaise foi ou de bonne foi mais malhabile, et au final il n'en reste pas grand-chose, franchement, de très comment dire, qui soit utile. Mais le petit peu qui reste est très solide. Parce que le petit peu, ce sont des milliers d'études scientifiques. Et le corpus scientifique sur ces questions, rien que celui-là aujourd'hui, il est très important. Qu'est-ce que je dis par là? Je ne dis pas que tous les scientifiques sont d'accord sur le fait que ça va s'effondrer. Ce n'est pas le cas. Je dis juste qu'il y a pas mal d'études. Pour le coup, à l'inverse, les collapsologues partent du principe que c'est acquis. Plus ou moins, non? Mais je ne sais pas, parce qu'une fois de plus, c'est qui les collapsologues? Oui, c'est n'importe qui. Voilà. Donc moi, qui étudie ces questions, je considère que ce qui est absolument acquis, et je peux presque le démontrer, même si ce n'est pas mathématique, ce n'est pas 2 + 2 = 4. Ce qui est absolument acquis pour les prochaines décennies, c'est qu'en moyenne globale, on va subir une grande descente énergétique et matérielle. Voilà. Il n'y a rien qui va permettre
On pourrait imaginer des choses qui sortiraient des cartons de tel laboratoire ou de tel ingénieur. Le problème, c'est que la problématique n'est pas technologique et que la solution n'est pas technologique. La problématique est systémique et sans un changement de système, il n'y a pas de solution, si ce n'est qu'il y a des rustines. Voilà. Et donc on peut toujours imaginer qu'il y a des choses qui pourraient permettre de délayer un peu, de gagner du temps, de lisser une courbe pour que ce soit une descente graduelle plutôt qu'avec un dévissage à un moment donné. Mais en tout cas, la certitude, c'est grande descente énergétique et matérielle en moyenne mondiale. Quasiment tout le monde va la subir. Enfin, tout le monde va la subir à terme. À moyen terme, il y en a qui réussiront à tirer leur épingle du jeu, peut-être. Même pas sûr, mais peut-être. Et comment cette descente énergétique et matérielle va se traduire dans nos sociétés ? Eh ben, ça va dépendre de si nos sociétés s'y préparent. Moi, aujourd'hui, j'ai très peur, non pas juste parce qu'il y a des problèmes, non pas juste parce qu'il y a cette perspective de cette descente, mais parce qu'on s'y prépare pas. D'accord. Donc, effectivement, on va y revenir après. Donc, Fabrice, pareil, une réaction sur ce mouvement. Parce que finalement, est-ce qu'on ne peut pas malgré tout sauver le message ? Bah ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est sachant que les études, c'est vrai, sont quand même globalement assez claires sur les moyennes mondiales. On peut quand même s'étonner que... alors, les collapsologues ne sont pas des scientifiques payés par une institution scientifique, effectivement. On peut quand même s'étonner que les institutions scientifiques ne s'intéressent pas à la question. Et que ce soit des scientifiques amateurs, on va dire, ce qui est pas forcément péjoratif d'ailleurs, qui s'intéressent au problème. Moi, je trouve ça, enfin, quelque part, on peut s'inquiéter. Alors, je vous donne quand même, ça change. Je vous donne juste une petite information dans notre milieu là. Je sais que chez nous à Mines Télécom, ça change pas trop. Les solutions sont technologiques. Dormez tranquille, braves gens. On va trouver. Mais c'est en train de changer quand même parce que quand on discute avec les collègues un par un, on s'aperçoit qu'ils sont quand même un peu moins sûrs. Et puis là, dernièrement, à l'INRIA, qui est informatique et automatique, il y a un institut de recherche, ils ont une grande crise existentielle. C'est-à-dire qu'ils font des séminaires sur séminaires pour savoir ce qu'ils vont faire de leur métier. C'est quand même assez intéressant. Voilà, donc c'est des collapsologues qui s'improvisent. Là aussi, il y a plein de collapsologues. Comment ? Oui, STIP par exemple, mais il n'y a pas que STIP, c'est un peu général en fait, c'est une équipe en fait, STIP, mais c'est un peu général dans l'institut. Là, je vais les inviter à Mines Télécom pour qu'ils viennent témoigner et propager la bonne nouvelle, entre guillemets, faire douter un peu nos ingénieurs. Donc voilà, c'est ça aussi. Alors après... donc je trouve que ce qu'ils font est plutôt bien et en même temps c'est ça l'histoire, c'est-à-dire qu'à un certain moment, beaucoup de gens ont produit des analyses un peu similaires en étant scientifiques ou pas scientifiques d'ailleurs et qui n'ont pas eu beaucoup d'audience jusqu'à présent, et tout d'un coup il y a de l'audience pour une raison que personne ne comprend trop à vrai dire. Est-ce que c'est je sais pas un certain style, est-ce que c'est que le public est réceptif tout d'un coup, est-ce que c'est ce bouquin-là, il est plus lisible que les autres. Enfin voilà, il a trouvé un public en tout cas, et tout le monde se met, beaucoup de gens en tout cas, pas tout le monde, se met à réfléchir à la question. Donc c'est plutôt bon. Pour moi, c'est plutôt bon. La preuve, on est là, il y a du public, donc. Oui. Puis après, comment une société, comment on peut relever le défi ? Il y a beaucoup de solutions. C'est ça aussi, c'est que quand on regarde les sondages, moi j'aime bien parler d'un sondage de l'ADEME sur le changement climatique, qui montre que les gens à 2/3 sont convaincus qu'il y a un gros problème déjà depuis pratiquement 20 ans. C'est pas aujourd'hui. Ils sont assez convaincus depuis à peu près 20 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'ils savent pas où sont les gaz à effet de serre, ni où sont les solutions pour les réduire. Et donc on a un problème angoissant comme ça, qui plane, et on n'a pas les leviers pour avoir prise dessus. Et ce que fait la collapsologie en grande partie, c'est aussi de donner des prises au problème. Et donc c'est pas simplement un problème scientifique, c'est que la société doit avoir des prises sur ce problème-là. Et donc eux, ils sont plus à faire plein d'interventions publiques, tout un tas qui s'inventent, effectivement, mais ils s'inventent, il faut bien que tout le monde s'invente face à ce problème-là. C'est pas 3 scientifiques ou même une armée de scientifiques qui vont dire voilà, on a trouvé, maintenant vous, le public, faut faire ça, et tout, ça marchera jamais comme ça. Non, mais ça, donc, juste pour le climat avec le GIEC, quoi. Il faut que les gens s'invitent dans le débat, donnent leur avis,
se réapproprient à leur manière, avec autant que possible des repères scientifiques, hein, et sachant aussi que le temps il court. On ne peut pas non plus se dire je vais faire encore 20 ans d'études, parce que je dis ça à mes étudiants pour le changement climatique. Je dis c'est possible que les modèles climatiques se soient trompés. Bon, ils sont testés quand même sur le climat passé, sur le climat martien, vénusien, enfin martien pas trop, mais vénusien surtout, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc c'est compliqué. Mais sur Vénus, oui, et ils donnent des bons résultats. Bon, bref, ils pourraient se tromper, admettons, hein, même si c'est des équations qui sont connues depuis 150 ans, et bon, admettons, ils pourraient se tromper. Mais qui sont un peu complexes. Mais la question, est-ce qu'on prend le risque ? C'est ça la question. Oui. C'est est-ce qu'on prend le risque ? D'accord. Donc, effectivement, avant d'en venir à toutes à notre façon, ce qu'il faudrait faire pour orienter notre monde dans la bonne direction, j'aimerais juste vous entendre, parce que tous les deux, vous vous êtes penchés sur une sorte de typologie des avenirs possibles. Alors vous, c'est 4, vous, c'est 3. Ouais, 3 ou 4. 3 ou 4. Est-ce que vous pourriez brièvement les détailler ? Déjà, j'ai lu, hein, j'ai bien aimé. On n'est pas d'accord à 100%, mais quand même, on converge pas mal. Mais par contre, mon prisme est différent. Mon prisme est différent. Ça se recouvre pas en réalité nos travaux. Donc, pour être très très schématique, je vais dire qu'il y a aujourd'hui effectivement des visions de l'avenir qui se séparent en 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est les gens qui pensent qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. C'est que voilà, si on atteint un jour les limites de la planète, on ira sur d'autres planètes, quoi. Enfin, il n'y a pas de limite. Et malheureusement, contrairement, là je diffère un peu de ce que tu as dit avant, contrairement à ce que tu viens de dire, où quelque part, les gens, l'étude de l'ADEME, ils commencent à prendre conscience qu'il y a un problème. Je crois que c'est faux. Je crois qu'il y a une partie qui grossit, qui prend conscience du problème, mais qui reste très minoritaire, qu'il y a de l'autre côté une partie qui s'accroche plus que jamais au système en place et qui ne veut pas en changer, que la société, elle est en train de se fracturer entre ces deux extrêmes, et au milieu, il y a plein d'autres choses, et surtout, il y a un gros ventre mou de gens qui n'ont pas encore compris que c'était important. Voilà. Et 2, on parle de la France. La France est tout petit. Au niveau mondial, l'imaginaire dominant, c'est l'imaginaire illimitiste. L'imaginaire, c'est on va continuer, le progrès, le machin, c'est infini. Le deuxième type d'imaginaire, c'est les gens qui comprennent qu'il y a des limites. Qu'il y a des limites indépassables. Mais on va dépasser la limite, mais on peut repousser la limite. Et donc on va décider de repousser la limite. Et on a réussi à le faire pas mal. On a, notamment par les rendements agricoles, par exemple, on a repoussé certaines limites. Un peu plus tôt, par la découverte des fossiles, on a repoussé certaines limites. On a repoussé. L'homme n'a fait quasiment que ça de toute son histoire. Aujourd'hui, on n'a pas la technologie suivante qui permettra de remplacer les fossiles. Ça, on l'a pas. Et le fait est que donc ces gens-là pensent qu'on va pouvoir continuer à repousser un peu les limites et pouvoir se recaler, rester en dessous dans la zone d'opération, la zone d'existence safe, quoi, sûre. Troisième type d'imaginaire, c'est les gens qui ont compris que ça, on aurait peut-être pu éventuellement envisager ça, mais ça, c'était il y a 50 ans, et que la limite, on ne va pas rester en dessous, puisqu'on l'a déjà dépassé depuis très longtemps. Et donc, il faut simplement, les gens qui ont le deuxième imaginaire, c'est qu'ils ne sont pas à jour, qui ne s'intéressent pas suffisamment à ces questions. Mais si on regarde et qu'on lit un petit peu la littérature scientifique, on se rend compte qu'on a dépassé les limites, qu'aujourd'hui, on inflige à la planète Terre beaucoup plus que ce qu'elle peut durablement encaisser. C'est le principe du jour du dépassement, ce genre de choses. C'est le principe du jour du dépassement, par exemple. Voilà. Et donc, typiquement, enfin, il y a trois types d'impact qu'on a sur cette planète. Il y a les ressources qu'on utilise, et aujourd'hui, on les utilise beaucoup plus rapidement qu'elles ne peuvent se renouveler, pour la partie renouvelable, sinon le reste c'est des stocks que l'on attaque plus ou moins durables, enfin des stocks qui sont plus ou moins grands, etc. Et après c'est des flux. C'est surtout une question de flux d'ailleurs. Tout à l'heure on parlait de pétrole. La question c'est pas quand n'y aura-t-il plus de pétrole ? Il y en aura toujours du pétrole. La question c'est pourra-t-on aller le chercher ? C'est une question de flux. Est-ce qu'on est capable de fournir aux sociétés en permanence le flux abondant de pétrole dont elles ont besoin pour fonctionner et le flux de différents matériaux ? Bon bref, toujours est-il qu'il y a ce qu'on utilise comme ressources. Aujourd'hui on les prélève plus vite que ça ne peut se régénérer. Il y a ce que l'on génère ensuite comme pollution et on génère plus vite que ce que le système peut absorber. C'est valable pour le plastique, on a des continents entiers de plastique aujourd'hui, c'est valable pour à peu près tout, dans tous les écosystèmes, on a des particules de plastique d'ailleurs, mais aussi des métaux lourds et des polluants. Le système agricole aujourd'hui, tel qu'il existe majoritairement, est très polluant. C'est le cas également des gaz à effet de serre, qui sont une forme de pollution.
Et enfin, il y a les dégradations environnementales qu'on cause. Et aujourd'hui, on les cause plus rapidement que la nature ne sait se réparer. Donc, c'est pas durable parce qu'on est au-delà des flux. On a dépassé. Donc, ça, c'est le troisième type d'imaginaire. Des gens qui ont compris qu'on avait dépassé la limite et que, en dynamique des systèmes, c'est pas durable. On peut pas avoir un impact qui reste indéfiniment supérieur à la limite. À ce que la Terre peut encaisser, comme je dis. Donc ça signifie, on peut pas, des fois je dis c'est simpliste, mais on ne peut pas manger plus que ce qu'il y a dans le frigo. Enfin, il y a un moment, voilà. Donc la courbe de notre empreinte écologique, de l'impact qu'on a sur la planète, va de toute manière redescendre en dessous de la biocapacité de la planète. C'est une certitude physique. Donc les gens du troisième imaginaire sont ceux qui disent on va le faire. Donc d'une part, il y a des décroissants qui considèrent qu'il faut faire décroître les sociétés humaines, en fait, l'économie, pour ensuite atténuer notre impact et redescendre sous la courbe. Les décroissants n'ont pas d'ailleurs forcément à la base compris tout ce que je raconte là. Pour la plupart d'entre eux, c'était plutôt une position idéologique ou philosophique et un projet politique à la base, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'arrive à la même conclusion, mais pour des raisons différentes. Et aujourd'hui, beaucoup de décroissants intègrent à leur conception et à ces questions de limites écologiques. Et puis, il y a une autre typologie, toujours dans le troisième imaginaire, ce sont les gens qui misent tout sur le découplage. Et aujourd'hui, dans nos pays à nous, aux mines, dans les écoles d'ingénieurs, c'est le grand imaginaire dominant, à savoir, on va réussir à continuer de croître économiquement, parce que c'est bien, déjà. Pourquoi? Mais c'était bien, mais est-ce que c'est encore? Bon, passons. Il en faut pour certains pays. Il y a certains pays qui ont vraiment besoin de croître à partir du moment où il y a plein d'autres conditionnalités. S'il n'y a pas trop de corruption, s'il n'y a pas trop d'inégalité, s'il n'y a pas machin, ce sera positif. Mais nous, c'est fini ça. La croissance, il n'y a plus de surplus de bien-être. Donc, en tout cas, il part du principe qu'il faut croître et qu'on peut continuer de croître, mais qu'on va quand même, parce que la technologie ceci, parce que les marchés, parce que des décisions politiques et normatives et législatives, et on va permettre de redescendre quand même notre empreinte écologique sous la courbe de la biocapacité. Bon, ça, c'est contraire à tout ce qu'on observe dans la nature. Il n'y a pas de découplage entre l'économie et l'usage de ressources. Aujourd'hui, on utilise plus de ressources pour fabriquer un point de PIB qu'il y a 20 ans. Et les rapports du GIEC, parce qu'il n'y a pas que le GIEC, il y a aussi le GIR, le groupe intergouvernemental d'experts des ressources. Le dernier rapport du GIEC est très clair là-dessus. Il y a un surcouplage entre l'économie et notre utilisation de matériaux. On n'a pas de découplage entre l'économie, le PIB, et entre les pollutions ou entre les dégradations environnementales. Et on ne parle que, quand on parle de découplage, on se focalise sur la question des gaz à effet de serre. Mais enfin, c'est une toute petite partie de l'équation. C'est une sous-partie des pollutions. En l'occurrence, celle-ci, elle est gazeuse, qui elle-même est une des 3 formes d'impact qu'on a sur notre planète. Et sur le découplage avec les gaz à effet de serre, je suis désolé, les seuls quasiment qui ont réussi à découpler, c'est les Anglais, parce qu'ils sont sortis du charbon, et ils ne l'ont fait que temporairement. Aujourd'hui, il y a un recouplage. On n'est pas capable, d'une part, de découpler au niveau systémique, au niveau mondial. On ne peut le faire que localement. Et d'autre part, on n'est pas capable de le faire durablement. Donc, il n'y a pas véritablement cette idée du découplage sur lequel on mise toutes les politiques et toutes les innovations est hors sol. Et enfin, je termine rapidement, le dernier imaginaire, c'est ceux qui ont compris ça et qui savent que, à partir du moment où le reste de la société est soit toujours dans cette optique de vers l'infini et au-delà, soit dans une optique de on va réussir à découpler, mais qui ne marchera jamais. Jamais. Alors on va continuer à augmenter l'empreinte écologique, sauf qu'à mesure qu'on augmente l'empreinte, on dégrade de plus en plus rapidement, sous forme d'exponentielle, mais vers le bas cette fois-ci, on dégrade la biocapacité. Et donc, on va devoir, ça, qu'on le veuille ou pas, c'est pas une question de volonté politique, on va devoir repasser en dessous de cette courbe de la biocapacité, de force, puisqu'on ne l'aura pas fait de gré. On va devoir repasser sous une courbe qui elle-même baisse de plus en plus vite. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que notre empreinte écologique va redescendre. Ça, elle va redescendre. Mais comme on ne l'aura pas planifié, et qu'on n'aura pas su faire les choix difficiles, tant qu'on pouvait les faire dans des bonnes conditions, ces choix nous seront imposés. Dans le chaos, très certainement. Voilà, donc il n'est pas encore trop tard pour ne pas se mobiliser, pour anticiper sur cette descente énergétique et matérielle et faire des choses. Au niveau politique, j'aimerais bien que ce soit possible. Au niveau mondial, j'aimerais bien que ce soit possible, mais je n'y crois pas trop. Parce qu'on ne voit pas du tout d'espoir de fait qu'il y aurait une prise de conscience et une aptitude à la coordination internationale sur ces sujets.
Du coup, la seule échelle qui fasse sens, c'est l'échelle territoriale, où on peut effectivement, dans notre zone d'influence directe, on peut construire des choses qui vont nous préparer localement à ce qui arrive. Et si on rajoute à ça, c'est la fin de mon intervention, et si on rajoute à ça une dimension d'inspiration, c'est-à-dire on fait en sorte non seulement de construire de la résilience territoriale avec de la dignité humaine, mais en plus on travaille sur presque le marketing de la chose. Ça va faire mal aux gens qui détestent ça, mais le monde est comme ça aujourd'hui malheureusement. On travaille sur communiquer sur ces choses et les rendre inspirantes. Et si on fait ça, on peut espérer que ça fasse des petits et que donc ces nouvelles sociétés résilientes, territorialisées, fassent des petits donc, et atteignent peut-être une masse critique. D'accord. Donc on reviendra sur cet aspect du récit qui est vraiment essentiel dans vos réflexions. Juste pour ceux qui veulent avoir un peu plus de détails et un peu plus de temps pour comprendre ces 4 schémas, je vous invite à aller voir la vidéo d'Arthur Keller sur la chaîne Next, c'est ça ? Voilà, où vous aurez tous les détails de ces 4 scénarios. Donc Fabrice, alors vous avez écrit un article sur 3 mondes possibles, enfin 3 développements durables. Donc il y a effectivement quelques points de recoupement. Est-ce que, pour le coup, peut-être préciser en quoi ils consistent, ces 3 ? Oui, et alors elles sont... N'hésitez pas à réagir aussi aux 4. Oui, non, mais ça se recoupe assez. Et disons que y a un sociologue dernièrement, Francis Chateau-Renaud, qui a fait une étude et qui montre que c'est les 3 ou 4, vous allez comprendre pourquoi ces 3 ou 4 sont bien celles qu'on trouve d'un point de vue sociologique aussi, hein, c'est-à-dire que pour la France en tout cas. Hein. Mais comme je vais développer, je vais vous donner quelques exemples. Donc oui, la première, c'est les illimitistes. Enfin, c'est ceux qui... Bon, avant, il y aurait une toute première, ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème écologique. Mais ceux-là ont quand même assez largement disparu. Ils ont disparu, je dirais, entre 2005 et 2010. Avec les climato-négationnistes. Oui, alors il y en a encore, hein, attention, hein, mais ils sont devenus très très minoritaires. Oui, voilà, les climato-sceptiques, tous ces gens qui disent qu'il n'y a pas de problème. Bon, donc c'est vrai que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion en fait. Hein. Donc je parle pas de ceux-là. Après, il y a ceux qui pensent qu'il y a un problème. Donc dans ceux qui pensent qu'il y a un problème, il y a ceux qui pensent que la solution est technique. Hein, c'est-à-dire que on va lancer des recherches, de la R&D, on va faire la voiture électrique, la voiture autonome, le champ, l'agriculture de précision, c'est le champ piloté par satellite ou des trucs comme ça, et qui vont permettre de résoudre le problème écologique uniquement, hein, sachant que développement durable, c'est économie, sociale, écologie. Il y a 3 piliers. Donc là, on dit seulement le problème n'est que écologique, on ne remet pas en cause le reste. On ne parle pas de social. Et l'économie continue comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est la croissance sans fin visible. Et les prix Nobel d'économie, alors de l'année dernière, 2018, l'un des deux est sur... Il y avait 2 Nobelisés. L'un des 2 est sur cette vision-là, très nettement. L'autre a eu le prix Nobel parce que c'est le premier économiste qui s'est intéressé à la question du climat. Donc tout le monde a dit, ça y est, le Nobel pour l'économie du climat. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce même économiste dans les années 70 nous expliquait que ça coûterait pas cher, que c'était pas vraiment un problème, et que grâce au nucléaire, on avait 300 millions d'années de réserve d'énergie. Voilà, et qu'en fait, c'est un adversaire de l'économie du climat. Donc oui, il s'y intéressait, mais pour le combattre. Hein. Donc, c'était pas trop précisé dans les journaux. Bref, le premier, effectivement, c'est ce qu'on voit à Mines Télécom. C'est-à-dire que quand on demande Smart City, par exemple, hein, les villes intelligentes, c'est des capteurs partout, et grâce aux capteurs partout, la ville va devenir économe. La Smart City, ça fait 20 ans, 25 ans que ça existe, en fait, comme le buzzword, hein, et 20 ans, on va dire. Et tout ce qui existe dans les villes du monde, on montre que ça baisse pas, évidemment. On s'y attendait que ça baisse pas, hein, puisque de toute façon, les technologies, elles sont mises au service de la croissance et pas de la décroissance. Donc, c'est pas une surprise. Mais voilà, c'est des gens qui vont penser d'abord technologie. C'est la première vision. Et on en trouve au fin fond des campagnes. Il y a des études sociologiques qui montrent aussi, l'étude de l'ADEME montre que une partie très minoritaire de la population pense que les solutions technologiques existent. Mais c'est 15%. Voilà, la majorité de la population ne tombe pas là-dedans. Quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que les personnes qui ont fait des études scientifiques, sciences dures, sont 2 fois plus nombreuses à croire à la solution technologique que la moyenne nationale. Des scientistes, quoi. Voilà, c'est ça. On en trouve pas mal à Mines Télécom. Mais pas que. Hein. En fait, tout ce qui est
tout ce qui est autour des sciences de l'ingénieur, en fait, bon, ils sont saint-simoniens, je pense qu'ils vont maîtriser grâce à la technologie, quoi. Bon. Le deuxième, c'est de dire, ouais, alors la technologie, c'est bien, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que vos solutions, pour l'instant, elles n'existent pas. La voiture autonome, elle n'est pas autonome. Le champ par satellite, il n'est pas au point. Enfin, montrer que toutes ces techniques, en fait, elles ne sont pas au point. Le temps qu'elles soient au point, ça sera trop tard. 3, il y a des technologies qui existent déjà, qui feraient très bien le job, mais ça nécessite un changement organisationnel. Donc c'est pas là, on n'est plus dans le technologique, on est dans l'organisationnel. Exemple, les énergies renouvelables, par exemple, tout bête, mais les énergies renouvelables, pourquoi je dis que c'est un problème organisationnel et pas technologique? Parce que les énergies renouvelables sont des énergies de surface en général, elles nécessitent des mètres carrés, des kilomètres carrés, et elles nécessitent donc une multiplicité d'acteurs qui s'en saisissent. Donc ça veut dire que les acteurs de marché sur le domaine du renouvelable, c'est pas du tout les mêmes que ceux des énergies centralisées telles que le fossile. C'est pas Total, ça va être Leclerc, par exemple, parce que Leclerc a de la surface. Ça va être les écoles, parce que les écoles ont de la surface. Ça va être les instituts, les offices HLM, parce qu'ils ont de la surface. Voilà, donc tout un tas d'acteurs qui jusque-là n'étaient pas des acteurs de l'énergie devraient devenir des acteurs de l'énergie. Donc c'est un changement organisationnel considérable. On va prendre d'autres exemples de ce type-là. On rejoint un petit peu ce que disait Arthur. Oui, mais après c'est... Oui. Sur l'habitat, par exemple, alors on peut faire, avec les grands acteurs, Bouygues et compagnie, on peut faire du béton vert aluminium ou acier avec de l'isolation laine de roche, polystyrène. Voilà, ça peut se faire en quantité industrielle. Mais on peut aussi faire des maisons en bois et paille. Et là, c'est plus du tout les mêmes acteurs, à nouveau. Dans l'agriculture, pareil. L'agriculture bio, permaculture, enfin tous ces trucs alternatifs à l'agriculture industrielle, qui marchent très très bien. Qui ont un très bon rendement quand on mesure en calories produites à l'hectare. Il y a peut-être moins de tonnes, mais comme il y a plus de calories dans les tonnes en question, finalement, on perd quand même moins que ce qu'on croit. Parce que les tonnes qu'on récolte à l'hectare avec l'agriculture industrielle, c'est souvent des tonnes d'eau, parce que si on met de l'eau, ça coûte pas cher, ça fait du poids, et donc on peut en vendre plus à la tonne. C'est tout bête, mais voilà. Donc en maraîchage, c'est même meilleur le bio que l'industriel. Bon, sans rentrer trop dans les chiffres, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Une réforme foncière. Il faut désendetter tous les paysans, déjà, qui sont hyper endettés. Sauf les très grands. Il faut embaucher 1 million de paysans, les installer sur les terres des grands paysans ou des propriétaires. Ça s'appelle une réforme foncière, voilà. Et c'est ce qu'a essayé de faire Evo Morales d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, non, mais la réforme foncière, c'est le grand truc révolutionnaire. Donc on voit tout de suite qu'on n'est pas dans la technologie. On comprend aussi pourquoi la technologie arrange beaucoup de monde, la solution technologique, parce que elle évite de changer l'ordre social. Et après, la troisième ou quatrième, et vous allez voir pourquoi je dis 3 ou 4, donc avec la deuxième, un changement organisationnel, on arrive à un niveau de vie stable. C'est ce que dit Negawatt sur l'énergie à peu près. On baisse pas de niveau de vie, ou pas beaucoup. On dit les services sont à peu près les mêmes. On fait à peu près autant de kilomètres par an en moyenne, quoi. La troisième, elle dit non, on va décroître. Et on va décroître soit volontairement, soit involontairement. Donc c'est pour ça qu'on peut dire 4 si on veut et qu'on se rejoint. Donc les décroissants, effectivement, ils disent on va décroître volontairement pour une grande partie d'entre eux. Et parfois, effectivement, comme Serge Latouche, c'était pas pour des raisons écologiques au départ, c'était des raisons principalement culturelles. On pourrait y revenir si vous voulez. Mais donc il y a une volonté de réduire le niveau de vie. Et puis d'autres pensent que non, on peut vouloir, mais de toute façon c'est trop tard entre guillemets, ou on n'y peut rien. Ou les collapsologues sont plutôt dans le deuxième, en grande partie, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à penser qu'on ne peut plus changer le système, ce qu'il faut c'est en sortir, en gros, et il faut construire des îlots de résilience dans un gros truc qui va s'effondrer dans relativement peu de temps, même si ça n'a pas trop daté, puis évidemment personne ne le saurait. Donc voilà, c'est la troisième grande famille. Alors après, juste un petit mot sur l'international. La question écologique est très bien connue dans le monde entier, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques pour savoir qui voudrait payer plus cher pour un produit écolo, ceux qui arrivent en premier, c'est pas les pays développés, c'est les pays en développement. Quand on regarde, moi j'étais en Inde il y a 10 ans, je passais 1 an en Inde en congé d'études, tant qu'à aller loin, j'y suis resté longtemps, et je me déplaçais en vélo à New Delhi.
Hein, donc pas mal. même pas peur, même pas peur. Hein. Mais non, mais je suis déjà allé dans les pays en développement. Il suffit de faire les bons signes au bon moment et ça se passe très bien. Ils sont très courtois. Notez, parce que de toute façon, on sera tous bientôt. Oui, il faut considérer qu'il n'y a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de code de la route et que personne n'a son permis, mais il y a des codes quand même. Hein, donc il faut connaître les codes et ça se passe bien. Et quand j'ai souvent discuté avec les cyclistes professionnels hein, qui emmènent les gens dans le, voilà, dans les à vélo, voilà, les vélos rickshaws, pas à moteur. Et toujours c'était, le vélo c'est bien, c'est vert. Et la négociation sur le climat cette année-là, 2009, Copenhague, c'est quand même pas très loin de Paris, on peut pas dire. Hein. Et ben, elle était mieux suivie en Inde qu'à Paris, parce que moi je suivais la presse, les articles de presse des deux côtés, et vous aviez, je dirais, entre 2 et 4 fois plus d'articles en Inde sur la question du réchauffement climatique par rapport à la France. Les gens le savent, hein, faut pas croire. Hein. Et il y a des courants dans les pays en développement technocritique et on va dire en Inde, c'est les mouvements néo-gandhiens en fait, hein, qui ont toujours été contre la grande industrie, en gros, hein, pour les semences, depuis le début. Ben oui, pour les semences, pour tout en fait. Hein. Et d'ailleurs à l'époque en 2009, c'était un mouvement qui était quand même relativement puissant parce que outre, ce qui correspondait le mieux là-bas à ce moment-là, c'était le mouvement néo-maoïste en fait. Hein. Et les néo-maoïstes, ils étaient au pouvoir au Népal et ils contrôlaient, par la guérilla, ils contrôlaient à peu près 1/5 du territoire indien. On ne sait pas d'ici, hein, les Naxalites. On ne sait pas d'ici, mais alors ils ont reculé depuis, mais voilà, ils partent des campagnes et des campagnes qui en grande partie sont acquises à la cause anti-industrielle. Pour une large partie d'entre eux. Faut quand même le savoir. Ouais, c'est des choses, ça prend assez facilement ce genre d'idéologie. Donc la critique anti-industrielle, il ne faut pas la sous-estimer. Il ne faut pas se dire que tout le monde veut devenir comme les Occidentaux. En réalité, c'est pas vrai. Et depuis longtemps, hein, depuis le début en fait de l'industrialisation, il y a toujours eu des mouvements de résistance. Et dans le monde entier, surtout quand la technologie se présentait sous l'aspect du colonialisme, ça aidait pas, faut dire. Hein. Et aussi des mouvements comme Nehru, hein, c'est le duo Nehru-Gandhi. Nehru qui voulait faire les barrages et qui parlait des barrages comme des nouvelles cathédrales de l'Inde, et Gandhi qui ne jurait que par le rouet, par la petite activité, une petite industrie locale contrôlée par le peuple ou des choses comme ça. Donc ça reste très fort. D'accord. Je vois le temps passer, comme j'aimerais que le public puisse s'exprimer un petit peu avant de vous donner la parole. Et pour aborder le troisième point de ce que j'avais vaguement prévu, comment faire pour un petit peu infléchir? Tous les deux, vous insistez pour infléchir dans une direction à peu près confortable. Vous accordez beaucoup d'importance à l'idée de récit. J'aimerais juste savoir un petit peu plus ce que vous entendez par là. Bon, allez, pour changer. Voilà, bon... Le récit, c'est quoi? Le récit, c'est, c'est un enchaînement temporel de places d'acteurs. On pourrait dire ça comme ça. Hein. Je sors une définition comme ça. Notez encore. Comme ça au débeauté. Mais l'idée, c'est que ce qui intéresse les gens, et c'est bien légitime, c'est de savoir d'où ils viennent et où ils vont. C'est ce qu'on appelle le storytelling, en fait. Non, c'est pas ça. C'est de savoir vraiment d'où on vient et vraiment où on va. Parce qu'on c'est du vrai storytelling, quoi. Ben, oui, parce que on n'a pas... Enfin, quelque part, nous sommes dans le règne animal un peu les seuls à ne pas avoir d'identité bien définie. On est culturel et non pas purement naturel, enfin, même si l'opposition est un peu factice, mais disons qu'on a un niveau de réflexivité que la plupart des autres espèces n'ont pas, ce qui fait qu'on se demande qui nous sommes. Et pour savoir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait? En général, on regarde les traces qu'on a laissées dans le passé. Voilà, et c'est ce que font les scénarios d'ailleurs. Hein. Ils regardent les traces qu'on a laissées dans le passé pour essayer d'anticiper l'avenir. Donc pour savoir qui nous sommes, pourquoi on est les pays développés, pourquoi tout ce qu'on vient de dire maintenant, on regarde dans le passé. Et quand on veut se projeter dans l'avenir, c'est des questions de jeu d'acteur. C'est-à-dire ce qui intéresse les gens dans l'avenir, c'est de savoir où ils vont être eux. Donc c'est vraiment pas comme ça, c'est pas du cinéma, c'est pas un jeu, c'est un vrai enjeu. Donc savoir où je vais être dans l'avenir. Donc un bon récit, c'est un récit qui permet au destinataire du récit, de celui qui parle, qui permet au destinataire de voir où ils étaient et où ils vont être.
C'est ça un récit. Donc c'est un ordonnancement temporel d'action, on pourrait dire. Hein. Et donc c'est là-dessus qu'il faudrait jouer. Bah, c'est là-dessus, il n'y a pas le choix. C'est ça le sujet, en fait, hein, puisque c'est pas là-dessus qu'il faudrait jouer. Disons que c'est vrai que l'erreur, peut-être, des analyses parfois trop abstraites ou systémiques, peut-être, là, c'est la critique pour la systémique, c'est d'être désincarné, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est loin du quotidien, c'est loin des gens, ils se disent, ah ouais, peut-être, mais... Moi, ça me parle pas. Ça me parle pas. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je vois, voilà, la connaissance que j'ai moi, c'est ce que j'ai autour de moi. Tout le monde a de la connaissance, hein. Donc, il faut que le récit s'engraine dans la connaissance que les gens ont ou pensent avoir, peut-être à tort d'ailleurs, de leur situation, quitte à les faire évoluer sur ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Mais si le récit savant, entre guillemets, est complètement déconnecté, c'est souvent le cas des scénarios. Les scénarios du GIEC, ils sont désincarnés complètement. Ils n'impliquent personne. Quoi. Bah oui, ça n'implique pas. Et j'irais même jusqu'à dire que ces scénarios sont... le GIEC, hein, on se rappelle, le GIEC, c'est un groupe d'experts nommé par les États. Hein, nommé par les États, y compris les gros pollueurs. C'est pour ça que je dis à mes étudiants, c'est pour ça qu'il est crédible. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher au GIEC, c'est d'exagérer. Il n'exagère pas, il ne peut pas exagérer parce que sinon les USA censurent et ils ont le droit. Tellement de précaution de langage que finalement ça... Voilà. Ça se dissout complètement, quoi. Et donc, pourquoi ça donne pas tant que ça a prise parce que c'est ce qu'on a vu à la COP 21. La COP 21, à côté, il y avait le sommet des solutions. Le sommet des solutions, c'était Bouygues, Renault, donc tous les gens, les technos, ceux qui ont des solutions techno, qui veulent en fait vendre des produits, en réalité. Et donc, qui veulent contrôler des marchés, qui veulent garder des places dominantes sur des marchés. Et les scénarios du GIEC, jusqu'à présent, ont très rarement remis en cause de manière explicite ces intérêts-là qui sont aussi ceux des États. Donc il y a un lien. On appelle ça le capitalisme, tout simplement, non ? Oui, on peut l'appeler comme ça, oui. Ouais. Donc, quand vous m'avez présenté, ce que vous n'avez pas dit, c'est que j'ai deux casquettes. J'en ai oublié une. La première, c'est que je suis systémicien. Effectivement, je suis spécialisé sur les risques d'effondrement et les stratégies de résilience. Mais la deuxième casquette, c'est que je me spécialise aussi comme sur les récits en tant qu'outil de mobilisation et de transformation. Donc ça tombe bien. Voilà. Donc c'est parce que justement, l'intérêt, c'est à l'interface des deux. Et récit, bon, alors scénario au sens scénario scientifique, c'est une chose. C'est pas un récit pour moi véritablement. C'est juste des courbes. Après, on peut utiliser ça pour en développer des récits. Il y a différents types de récits. Un récit qui est, je sais pas, un film, une BD, un roman, c'est un type de récit. Un récit politique, c'est un autre type de récit. Aujourd'hui, on a impérativement besoin de récits, au pluriel. Donc il y en a qui pensent que les récits, bon, c'est un gadget voilà, de communicants, c'est faux. C'est absolument indispensable. Et il y en a qui pensent que les récits, parce qu'on va se raconter des belles histoires, ça va changer le monde. C'est faux aussi, parce que c'est totalement insuffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Nous avons besoin aujourd'hui de quoi ? On a besoin que des gens de toute forme et de toute formation produisent des récits pour nous proposer des visions alternatives de l'avenir, qui sont avec des ruptures, et qui envisagent la rupture et qui nous proposent des choses qui sont inspirantes. Bon, et on a besoin ensuite que toutes ces visions-là percolent un peu, se répandent sous toutes les formes et tous les formats et tous les styles et tous les genres possibles et imaginables, pour que les gens s'habituent, en entendent parler, s'habituent à ça, et que progressivement ils soient plus intéressés au sujet, et que voilà, mais pour que ça se passe, il faut que ce soit repris progressivement par des gens entre guillemets sérieux, c'est-à-dire que le système tel qu'il existe aujourd'hui juge sérieux des politiciens, des leaders, des patrons d'entreprise, des je sais pas quoi, des gens comme ça, gens sérieux, vous comprenez, hein. En fronçant les sourcils. Et si ces gens-là commencent à reprendre ça, etc., les gens vont se dire ah bon, même lui il en parle, alors dans ce cas je vais peut-être m'y intéresser. Et du coup, progressivement, ils vont devenir plus réceptifs à peut-être demain un récit politique, celui-là, un récit politique qui s'appuie là-dessus et qui présente une autre voie, une autre vision de ce que peut être l'avenir. Et le grand récit politique, c'est de comprendre les limites, de comprendre la rupture, et les politiques d'avenir, les seules qui fassent sens, ce sont des politiques pour organiser la descente énergétique et matérielle dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Évidemment, aujourd'hui, c'est très peu sexy. C'est un suicide politique de porter ça. Du coup, on les imagine un peu contraints, limités par un modèle dont ils sont issus.
Mais bien évidemment. Et donc, du coup, la notion de rupture est un peu. Non, mais ils sont baignés de dogmes aujourd'hui. Donc voilà, on peut toujours espérer que demain, parce que justement, il y aurait eu plein de récits et que les gens auront commencé à être sensibilisés à cette question, et bien du coup, demain, lors d'une campagne électorale, je ne sais pas, en 2022 ou plus tard, il y a des gens qui commencent à faire campagne sur cette thématique-là et qu'ils aient un écho suffisamment grand pour qu'il se passe des choses. Mais au final, la personne qu'on élira ne pourra être utile à l'intérêt collectif durable que si sa posture est une posture de facilitation. Si c'est une personne qui dit « je sais ce qu'on va faire ça », et ça c'est mort, quoi que cette personne propose. Cette personne doit être humble, pas gagné, hein, humble, et se mettre au service d'eux et faciliter des émergences territoriales notamment, redonner beaucoup de pouvoir au territoire. Je dis une chose de plus. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est bien gentil, ça fait un peu quand même un peu Walt Disney, quoi. Parce que le truc, c'est que les récits, c'est pas le tout d'avoir des récits qui percolent, il faut qu'émotionnellement ils soient puissants. Le problème, c'est que les gens qui fabriquent ces récits-là, ces récits puissants, sont des professionnels de l'écriture, des scénaristes, des romanciers, des storytellers. Mais ils comprennent pas les problèmes, eux. C'est pas leur domaine. Donc, ils ont la compétence de fabriquer des histoires qui sont émotionnellement impactantes, mais ils n'ont ni la compréhension systémique de la problématique, ni donc la compréhension systémique des solutions, entre guillemets, en tout cas de l'espace des réponses collectives pertinentes. Et donc les storytelling d'avenir, s'ils nous en proposent, vont partir dans tous les sens. On va encore avoir des technosolutionnismes à la con, des deus ex machina, des hommes providentiels, des trucs qui ne peuvent pas fonctionner. Eux ont la forme, mais ils n'ont pas le fond. Ils n'ont pas le fond. Voilà, Donc au final, on va avoir, si ça se produit, on va avoir juste des récits qui partent dans tous les sens, qui ne sont pas cohérents, parce qu'il faudrait en fait une charte, etc. Mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. J'ai établi en fait un cahier des charges de ce que devrait être un récit. Après, ça laisse toute créativité, évidemment, il ne faut pas aux gens, mais il y a certains éléments qui doivent être intégrés à des récits d'avenir si on veut que ces récits soient un minimum réalistes et donc utiles. Voilà. Parce que le fait est que sinon, ça part dans tous les sens et il n'y a aucune vision partagée, claire, qui va émerger des véritables enjeux, des véritables problèmes et des véritables réponses pertinentes. Ça va être de la confusion, donc du déni, donc du doute, donc de l'inaction. Voilà, c'est très compliqué. Donc oui, il faut des récits. Mais les récits ne suffiront pas. Il faut de l'action. Il faut mettre en scène des gens qui font, et des icônes qui sont inspirantes et qui montrent des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons d'être au monde, une nouvelle dialectique à la nature, qui montrent également des nouvelles hiérarchies de valeurs, qui incarnent tout ça. Et puis, il faut respecter un certain nombre entre guillemets, une espèce de charte ou de cahier des charges pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que ce soit pas plus de la confusion qu'autre chose qui en émerge. C'est très compliqué. Voilà, donc je travaille là-dessus, mais compliqué. Courage. Fabrice, vous vouliez réagir? Ouais, un petit peu de moins compliqué. Trois éléments, trois petites remarques comme ça que je verse au débat. J'ai fait une formation parce que par ailleurs je suis à la CGT et j'ai fait, comme ils invitent plutôt des gens de la CGT, comme ça moi on est entre nous, on est en confiance. J'ai fait une formation en tant que prof à Énergie Climat au délégué CGT de Rhône-Alpes-Auvergne, la grande région. Et alors vous connaissez la position nationale de la CGT, elles ne sont pas décroissantes, elles ne sont pas antinucléaires. Hein. Mais les délégués, là, cette fois, j'ai fait la présentation que je fais aux étudiants, la même exactement, donc la conclusion elle est assez claire. Hein. C'est ce qu'on est en train d'évoquer ici. Et en fait, il s'est avéré que, je vais dire, 10% avaient mal aux oreilles. Mais 90% étaient tout à fait d'accord. Ils disaient, mais ce qu'il faut, c'est faire du low-tech. Alors, pas du tout Notre-Dame-des-Landes, hein, ça les inspire pas du tout. C'est le truc écolo, ça les intéresse pas du tout. Par contre, réorienter l'industrie pour faire du low-tech, c'est-à-dire des machines à laver qui durent 50 ans, des trucs comme ça. Alors ça, par contre, est intarissable sur le sujet. La maison en bois et en paille dont on parlait tout à l'heure. Exactement, intarissable sur le sujet. Donc, je dirais que malgré l'image extérieure de certaines organisations qu'elle est un peu figée sur ces questions, en fait, ça, à l'intérieur, ça infuse aussi. Ouais, ça infuse. Deuxième élément, j'ai passé en décembre, janvier, février, pas mal de temps, quand j'habitais à Paris, maintenant j'habite à Viry-Châtillon, j'ai passé pas mal de temps, les samedis après-midi, à me promener.
avec des gens avec des gilets jaunes. Donc j'ai passé pas mal de questionnaires là, dans l'enquête qu'on avait fait. C'est l'anniversaire aujourd'hui, là. Oui, voilà, exactement. Mais oui, donc je suis là, mais bon, j'aurais fait ailleurs. Et en fait, quand on leur demande, en gros, sur est-ce que vous êtes prêt à boycotter les supermarchés? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à consommer autrement? Oui. Est-ce que vous mobilisez contre l'écologie, puisque c'était contre la taxe carbone? Non, pas du tout. C'est juste que ça sert à rien. Que c'est pas du tout le bon problème. Est-ce que vous pensez que la voiture électrique est une solution? Non. Enfin, voilà, c'est des réponses à 90%, ce que je suis en train de dire, pas 100%, mais à 90%, les gens, moi j'essaye déjà de limiter mes trajets, mais je peux pas faire moins. Enfin, voilà, ça reflète quand même assez bien le sondage ADEME, qui est que pas forcément pour une option écologie. Oui, alors minimiser les trajets, ça peut être aussi purement économique. Ah bah c'est un peu les deux effectivement, hein. Mais quand même avec l'idée que l'écologie, alors parfois l'écologie c'est de dire il faut cultiver ses légumes dans son jardin, parce que le niveau de connaissance en écologie il est quand même faible globalement, hein. Donc il y a des amalgames ou des erreurs grossières faites. Mais c'est normal en même temps, puisque l'information est assez déficiente sur ces questions-là, et ça, voilà, on peut pas non plus demander aux gens de trouver ce qui est difficile à trouver, quoi. Ils sont noyés de propagande en tout genre, donc c'est pas évident. Mais bon, il y a manifestement une prise de conscience qu'on va d'ailleurs creuser davantage là prochainement. On va organiser une journée d'études là-dessus, Gilets jaunes et écologie. Et puis le troisième élément, c'est nous on veut bien réduire et tout, mais il faut que ce soit juste. Donc il faut que ceux qui polluent le plus commencent. Après, nous, on est prêt à faire quelque chose. Par contre, pas que nous. Parce qu'effectivement, la taxe carbone, ce qui était quand même débile, hein, moi je suis anti-taxe carbone depuis très longtemps. On va avoir plein de questions, ça va être super. Je suis anti-taxe carbone depuis très longtemps parce que ça ne sert à rien, en fait, hein. C'est-à-dire, sociologiquement parlant, c'est inefficace au total. À chaque fois, c'est une grève, à chaque fois, c'est des oppositions. Au moment, il faut se dire que ça ne marche pas, quoi, hein. Et il y a de bonnes raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Et la bonne raison, c'est que quel que soit le taux de la taxe, il y a toujours une catégorie socio-professionnelle qui va être affectée de manière disproportionnée. Toujours. Donc voilà, cette mesure générale, elle est trop générale. Et les pays dans lesquels ça a fonctionné, comme la Suède, c'était une mesure d'accompagnement parmi des trains d'autres mesures qui, elles, étaient tout à fait significatives. Donc ça n'a rien à voir avec la situation française où on voudrait faire que la taxe carbone qui est ultra injuste. Et les Gilets jaunes avaient très bien compris. Ils disent, 1, c'est injuste. 2, ça sert à rien parce que moi je vais faire mes kilomètres pareil. Je suis déjà au minimum, je peux pas faire moins. Et 3, ça récolte de l'argent, on ne sait pas où ça va. Bingo, effectivement, on ne savait pas où ça allait. Oui, voilà. Bon, le temps passe très vite et dans très peu de temps, on va être obligé de céder la place au prochain débat. Donc, je suis sûr qu'il y a plein de questions parmi vous. On a un tout petit quart d'heure. Non. J'ai dit un tout petit quart d'heure. Suivez le point d'ironie qui vous apporte le micro. Je peux faire la voix si vous voulez. Non, il faut que tout le monde entende. Oui, il faut le micro pour que tout le monde entende. Pour la captation vidéo aussi. Et si on pouvait avoir le micro public qui fonctionne, je fais des signes, mais comme je vois rien, je suis ébloui par le projecteur. Oui, je pense que c'est bon. Oui, merci pour votre intervention, très intéressant. Vous avez tous les deux parlé d'îlots de résilience locaux pour mieux tenir face à l'effondrement, enfin la diminution de la consommation énergétique. Quelle forme est-ce que vous pensez que ça doit prendre, enfin que ça peut prendre, et est-ce qu'il y a des exemples actuels de ça? Merci. Alors, il n'y a pas d'exemple parfait déjà, hein. Il y a des travaux en cours, des choses qui sont en cours, et des choses qui vont dans le bon sens globalement, mais il n'y a rien de parfait. Moi, je pense que déjà, là où il faut regarder pour commencer, c'est du côté des villes et territoires en transition, parce que la dynamique et la logique est plutôt pas mauvaise. Donc on a des gens qui se projettent dans un monde post-pétrole. Voilà, c'est ça l'idée, hein. Et même si on résume pas à ça, l'idée est pas mauvaise quand même. C'est comment on vit ensemble différemment et on s'organise pour être le plus autonome possible localement. Et d'ailleurs, ma définition, moi, de l'effondrement, parce qu'il y en a plusieurs qui coexistent, ma définition personnelle de l'effondrement, c'est simplement un passage qui serait pas géré d'une situation d'hétéronomie à une situation d'autonomie. Aujourd'hui, nous sommes éminemment hétéronomes, c'est-à-dire dépendants.
d'un système technique, d'un système extrêmement complexe, de chaînes d'approvisionnement souvent de l'autre bout du monde, etc., qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, en France, on peut parler de la France, l'intégralité, à 100% des activités humaines ou des biens et des services humains qu'on utilise dans cette économie dépendent directement ou indirectement de transports qui eux-mêmes dépendent à 97%, 96, 97% du pétrole. Or, la France produit moins de 0,5% de son pétrole. Donc, on est totalement dépendant de choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, l'effondrement, c'est quand on bascule de cette situation d'hétéronomie à une situation d'autonomie forcée. On est obligé de se débrouiller avec ce qu'on a là et avec les gens qui sont là et qu'on n'a pas préparé. Quand on le prépare, et ben là, disons qu'on se met potentiellement dans de meilleures conditions pour gérer cette descente énergétique et matérielle sans forcément que ce soit un effondrement. Pour que ça fonctionne, il y a un certain nombre d'outils qui existent. Tu en as mentionné quelques-uns, agroécologie, permaculture, agroforesterie, maraîchage sur sol vivant, un certain nombre de choses. Sur la partie production vivrière, tout ce qui est production énergétique, pareil, où on ne dépend pas d'une hyperstructure super capitalistique, centralisée, mais où c'est plus des choses locales, localisées, gérées idéalement par les citoyens eux-mêmes. Donc ça, c'est quand même vachement mieux. Et de manière générale, l'idée, c'est quoi ? C'est d'arriver. Si on a des élus locaux qui jouent le jeu, c'est mieux, mais sinon, on peut le faire, tenter des choses, voire, si nécessaire, rentrer en résistance. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à assurer la sécurité alimentaire, énergétique, sanitaire, physique des gens dans les territoires. Et ça se joue à la juste échelle, qui est, comme je disais, donc le territoire. Au plus grand que ça, c'est-à-dire taille d'un département et au-dessus, on retourne sur des usines à gaz. Où on est de nouveau dépendant de choses qui sont hors de notre contrôle. Et en deçà, c'est-à-dire vraiment au niveau micro-collectif, où on est quelques potes, on fait une micro-ferme, machin, c'est très bien. Je ne dis pas aux gens ne le faites pas. Et vous allez apprendre plein de choses, mais vous allez surtout apprendre que ce n'est pas ça la solution. Que si vous ne créez pas des systèmes, des réseaux de complémentarité, d'entraide, de solidarité, au niveau local, au niveau territorial, avec une certaine masse critique de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes, ça ne suffira pas. Vous serez dans le meilleur des cas résilient, et déjà bravo si vous y arrivez, parce que c'est pas donné à tout le monde, mais même si vous y arrivez, vous ne le serez que temporairement, parce que vous ne serez résilient que tant que le reste de la société ne s'effondre pas. Si un jour ça venait à dévisser, alors vous n'allez pas rester tranquillement dans votre îlot de résilience. Et d'autres personnes vont arriver avec de bonnes ou de mauvaises intentions, mais même avec les meilleures intentions du monde, vous n'aurez pas de quoi les accueillir. Et ça risque d'être un problème. Donc, il faut une certaine taille critique. Voilà ce que je dis sur le type de... Allez voir... Ville en transition. Allez voir également ce que propose SOS Maire. C'est une association qui s'adresse à des maires, à des élus locaux, pour leur dire essentiellement la chose suivante. Pour leur dire, écoutez, voilà, il y a des risques de dévissage et de mise en danger des gens qui vivent sur votre territoire. Vous êtes l'élu, vous allez être la personne responsable de ça si ça se produit. Sortez du déni. Dans une logique de prévention des risques, ce n'est pas une logique de militantisme ou d'idéologie ou je ne sais quoi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un peu, c'est juste prévention des risques. On n'a pas besoin d'être certain que le bateau va couler avant d'y mettre des canaux de sauvetage. Prévention des risques. Donc dans une logique de prévention des risques tout à fait responsable, eh bien, on se prépare la résilience territoriale. À ce moment-là, les élus répondent en général « Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis un petit élu, j'ai pas un rond. » Ben, ça tombe bien, ça ne vous coûte pas un rond, voire ça peut vous en rapporter. Ce que vous dites, c'est vous ouvrez les vannes, vous communiquez sur le fait que s'il y a des gens qui ont des projets de résilience territoriale, de résilience citoyenne pour créer des systèmes économiques courts, où les gens se connaissent entre eux, pour créer des monnaies locales et des systèmes de production localisés de l'énergie et de la bouffe, qui fait qu'on sort les communs, c'est-à-dire les choses qui sont vitales, on les sort des logiques de marché, des logiques de spéculation et de financiarisation. Si on arrive à faire ça, au niveau local, si vous avez un projet qui concourt à faire ça, venez sur mon territoire, on vous donnera, on vous filera un terrain, éventuellement on vous louera ou on vous vendra un terrain, oui, ça peut même faire rentrer de l'argent. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur SOS Maire et quelques autres trucs. Il y a plein de choses très inspirantes qui existent déjà. Voilà. Longue réponse, donc j'espère que pour les prochaines on aura des réponses plus courtes, sinon on aura qu'une deuxième question. Il n'y a plus aucune main. Il y avait plein de questions tout à l'heure, là il n'y en a plus.
Oui. Et timidité. C'est ça. Ou alors, ils avaient la même question. Et... c'est bon. Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. Oui, tout à l'heure, j'ai bien aimé vos 4 visions de l'avenir différentes. Et la dernière, vous rejoignez un peu sur le fait qu'on aura soit une décroissance choisie, soit une décroissance subie. Oui. Bon, je pense que la première est plus préférable. Est-ce que vous pensez qu'une décroissance peut passer par la voie démocratique ? Là, je pense, en ce moment, il y a la Convention citoyenne pour le climat, où c'est un peu ce qu'on leur demande, c'est de dire comment on a choisi 150 citoyens, comment faire pour avoir 40% d'émissions de CO2 en moins d'ici, je crois, à 2050. Est-ce que vous pensez que c'est possible de fonctionner comme ça, voilà ? L'autre option étant une dictature verte, peut-être. En deux phrases, c'est envisageable à certains endroits démocratiquement, mais la démocratie, il y en a qui disent qu'il faut préserver la démocratie. Non, on n'est pas en démocratie. On n'est pas dans un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. La démocratie, il faut la créer, et elle se crée mieux au niveau territorial, donc on y revient. Super. Ouais, j'ai pas suivi en fait la convention sur le climat et je le regrette d'ailleurs parce que c'est juste que j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs par ailleurs. Hein. Néanmoins, il y a déjà eu une conférence de citoyens sur le climat il y a une quinzaine d'années, par là, 2002, et les résultats étaient, disons que c'était pratiquement plus ambitieux que ce que défendaient les ONG les plus radicales de l'époque. C'est voilà à quoi sont arrivés rapidement les citoyens. C'est-à-dire que moi je crois vraiment qu'il y a une pression, disons, des grandes entreprises et des grands intérêts pour faire en sorte que les citoyens s'y intéressent pas trop et que s'ils s'y intéressent, ils s'y intéressent dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'ils achètent bien la voiture électrique comme c'est prévu pour faire tourner Renault, mais que si ça s'est relâché. Les gens, ils ont plein d'idées. Hein, et moi, c'est ce que je constate. Que, je vous dis, les questionnaires avec les gilets jaunes et tout, c'est les mêmes qu'on va retrouver à la Convention sur le climat. Donc, il n'y a pas de raison. Les gens, quand on leur donne les moyens d'avoir un avis informé, hein, j'y viens, c'est parce que c'est ça, la Convention sur le climat, une conférence des citoyens. C'est pas comme ça, juste demander et faire un micro-trottoir. C'est un avis informé. Justement, ils voient tout un tas d'experts, de spécialistes, et ils se font une opinion à partir de là. Voilà, le peuple en général est très raisonnable. Enfin, ordinaire. On a le temps peut-être d'une dernière question. Donc, ce qui me permet de dire aussi le contraire de votre question, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas un régime autoritaire ? C'était peut-être ça en fait qui était voilà. Donc je pense bien entendu que non, surtout pas. Hein. Au contraire, d'ailleurs, la seule forme d'écologie autoritaire qu'il peut y avoir, c'est une écologie qui cherche à faire durer les grands intérêts, moyennant d'ajuster le système, et la variable d'ajustement, ça sera les gens. Hein. Et c'est un peu ce qui se passe en partie avec tous les petits gestes et la voiture électrique qu'il faut acheter et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que plutôt que de changer l'organisation, on va discipliner les gens au maximum pour essayer d'optimiser les variables indirectement du système, pour essayer de se serrer un tout petit peu pour que ça passe. Hein, plutôt que de dire on va s'organiser complètement différemment. C'est pas une méthode démocratique. La méthode démocratique, à mon avis, aboutira aux mêmes conclusions que la conférence de citoyens. Là, dans les mesures que j'ai entendues, ils veulent interdire la pub pour les SUV. Bon, là aussi, j'ai un extrait de vidéo. Moi, je suis fan d'extraits de vidéo pour mes étudiants, pour les étudiants toujours, hein. Mais où on voit dans Cash Investigation, très bonne émission, le responsable du lobby du plastique européen, qui dit c'est au moment où la France voulait passer une loi révolutionnaire, mais vraiment très 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 ambitieuse mais incroyable, du truc qu'on n'a jamais vu, quoi. C'est juste interdire les plastiques jetables, les couverts en plastique jetable. C'est incroyable quand même comme loi. Hein. C'est la révolution. Hein. Bon, le lobbyiste du plastique expliquait que, parce que Élise Lucet dit la France va interdire. Il dit non, la France va essayer. Parce que la France a suffisamment mal foutu son texte, on va le dézinguer, en gros c'est ça qu'il disait. Et donc elle dit, mais vous pensez pas quand même que la vaisselle en plastique ? Il dit non, c'est la faute du consommateur. Vous êtes sûr ? Les entreprises n'ont rien à se reprocher ? Non madame, rien du tout. Comme ça, hein. Et le lobbyiste dit, mais elle dit pourquoi vous voulez pas ? Elle dit, mais madame, c'est une mesure extrémiste. Interdire les couverts en plastique, c'est extrémiste. Donc faut voir comment, faut voir les positions un peu qu'il peut y avoir derrière. On ne soupçonne pas.
Donc, sur des petits gestes, hein, on se dit, en plus, il y a beaucoup de gens qui se moquent des petits gestes. Il faut une vraie solution politique et voilà. Non, derrière, c'est des gros enjeux industriels sur les petits gestes. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est des tensions d'intérêt et donc politiques qui sont fortes. Il ne faut pas sous-estimer ça. Donc, une dernière petite phrase. Ouais. Non, juste une question sur la dictature, entre guillemets. On entend beaucoup parler de dictature verte, d'un risque de dictature verte, des Khmers verts, des ayatollahs verts, etc. Ça, c'est exactement ce point de vue-là que tu viens d'illustrer. Hein. Et moi, je vais vous dire une chose. Des risques de dictature, il y en a plein. On pourrait même discuter, disserter, et avec un certain nombre de bons éléments, dire qu'on est déjà dans une forme de dictature, une dictature corporatiste, une dictature de l'économie, une dictature de la compétitivité, une dictature de plein de choses, voilà, qui ne se dit pas dictature, qui nous laisse croire qu'on est en démocratie alors qu'on ne l'est pas, etc. Tout un tas de choses. Mais sans rentrer là-dedans, des vraies dictatures, vraies, sérieuses, vraiment très autoritaires, pourraient advenir demain. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'elles ne viendront pas de chez les écolos. Nous, on est mais vraiment à l'antipode de gens qui raisonnent de façon dictatoriale. Les écologistes ne sont pas dans la dictature. Certains sont radicalisés. Certains sont... Et il y a quelques peut-être personnes par-ci par-là qui... oui, fâchés mais pas fachos. Non, il y en a certains qui peut-être... Bon, ok, des fois ils sont tentés. Mais c'est 1 sur 1 million. Donc c'est pas du tout... Le risque ne vient pas de là. Le risque, il vient d'ailleurs. Il vient des tenants de ce système. Et par contre, lorsque eux vont... Parce que c'est ça qui nous pend au nez, hein. On ne prépare pas la descente énergétique et matérielle, on va se la prendre dans les dents, ce sera le chaos. Et dans ce chaos, des gens vont à ce moment-là intervenir pour dire « je vais vous proposer la sécurité en échange de la liberté ». Voilà. Et là, on va avoir des véritables... Ce ne sera pas dit comme ça, mais ça reviendra à ça. Et ces gens-là, qui ne sont pas des écolos, vont utiliser des arguments écolos pour justifier leur dictature. Et on dira « dictature verte », mais ce ne sera pas les verts. Voilà, je voulais bien dire ça parce qu'il faut arrêter avec ces peurs délirantes et hors sol de Khmer vert. On est vraiment, s'il y a un risque, il est infinitésimal. Alors j'avais promis qu'on allait tenter de sauvegarder votre morale. Je ne suis pas sûr qu'on ait réussi. Mais j'essaie de trouver les organisateurs pour savoir si on a le temps d'une question supplémentaire ou pas. Voilà, ça veut dire qu'on a le temps. Hein. C'est vrai. J'ai pas entendu. Non. Bah non. Voilà. Dictateur. Il fallait craindre le pire, le voilà. Donc merci en tout cas à tous de votre attention.